Bonjour. Alors, on parle beaucoup de robots, hein, mais il y a ce moment un peu spécial. Vous savez, quand une machine, elle semble passer de juste exécuter un ordre à quelque chose qui perçoit, qui interagit différemment. Presque un partenaire, en fait. C'est cette transformation, cette idée du robot qui devient un allié, qu'on va essayer de décortiquer un peu aujourd'hui. Et le prochain CES, le grand salon de la tech à Las Vegas, en 2026, ça s'annonce vraiment comme un moment clé pour voir ça. On s'attend à y découvrir pas seulement des robots plus forts ou plus rapides, mais des robots pensés différemment pour collaborer plus avec nous. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décrypter un peu les avancées majeures qu'on attend là-bas au CES 2026. On va s'appuyer sur les analyses, les prévisions qu'on a sous la main, comprendre comment cette idée d'allié, elle prend forme, vraiment concrètement. Donc, on va plonger dans les technos, les exemples qui marquent, et puis le contexte un peu plus large. Allez, c'est parti pour cette analyse. Pour bien voir d'où on part, peut-être un petit retour rapide en arrière. Des automates mécaniques d'autrefois aux gros robots industriels en cage. La robotique, pendant longtemps, c'était surtout la force brute, la répétition, dans des endroits très, très contrôlés. Oui, tout à fait. Le grand saut, le vrai changement qualitatif qu'on est en train de vivre, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle l'IA physique, l'Embodied AI. Au cœur de ça, on trouve les modèles vision, langage, action, les VLA. Pour faire simple, imaginez un robot qui peut comprendre une instruction assez naturelle, genre «va me chercher la pomme rouge qui est sur la table». Il doit voir la scène, repérer la bonne pomme et puis planifier son geste pour la prendre et la porter. Et s'adapter si la pomme roule un peu, par exemple. Ah d'accord. Donc, c'est plus juste ce que fait le robot, mais vraiment comment il le fait. C'est ça l'idée. Exactement. C'est la flexibilité, la capacité à piger le contexte, à interagir dans un espace qu'il partage avec des humains, à apprendre de nouvelles choses sans devoir tout reprogrammer à chaque fois. C'est ça le vrai changement. On passe d'un outil un peu bête et programmé à un système qui a une certaine autonomie, une capacité d'adaptation, quoi, dans le monde réel. Et quand les sources parlent de ce robot allié, quels sont les traits qui ressortent le plus? Bon, il y a évidemment la prise en charge des tâches pénibles, dangereuses, ça c'est clair. Mais on parle aussi d'augmenter nos propres capacités, voir plus loin, porter plus lourd, analyser plus vite. L'apprentissage ensemble est aussi mentionné, hein, le robot et l'humain qui progressent côte à côte. Et puis, il y a cette dimension plus, ouais, relationnelle, ce potentiel d'interaction sociale ou même une sorte d'empathie simulée. Et le CES 2026, il devrait nous montrer tout ça en action, j'imagine. On voit par exemple l'ambition coréenne très forte avec leur robot pavillon. Et la K-Humanoids Alliance. Ils affichent clairement l'objectif leader mondial des humanoïdes d'ici 2030, avec des chiffres précis sur ce qu'ils doivent pouvoir faire. Oui, c'est une affirmation stratégique très claire, c'est sûr. Mais au-delà de cette initiative coréenne, ce qui est intéressant, c'est la diversité des formes que prend cet allié. Prenons les humanoïdes. On attend beaucoup du Figure-Eye 03, par exemple. Son potentiel, c'est pas juste sa dextérité, hein. C'est son système Helix qui lui permet de raisonner en temps réel, de dialoguer, d'apprendre super vite. Et derrière, tu as des géants comme Microsoft, OpenAI, Nvidia. C'est l'allié intelligent, polyvalent. D'accord. Et à côté de cet humanoïde super avancé, on trouve d'autres types d'alliés, moins généraux peut-être? Exactement. Dans un tout autre registre, tu as des robots comme Tombot Jenny. C'est ce chien robot thérapeutique. Son but, c'est pas du tout de faire des tâches physiques, c'est d'offrir une présence, un réconfort pour les personnes âgées ou celles qui ont des troubles cognitifs, par exemple. Là, l'aspect allié, il est purement relationnel, émotionnel. La technologie simule une connexion. D'accord, donc on a l'allié compétent qui fait des choses et l'allié compagnon qui est là pour le lien. Et on a aussi l'allié spécialisé pour le monde pro. Par exemple, les trucs comme ce que font Ear Technologies avec NVIDIA Isaac Sim pour la cartographie HD en temps réel. Ces Living Maps, ces cartes vivantes, elles permettent aux robots, que ce soit des voitures autonomes ou des robots en entrepôt, de naviguer de façon hyper précise et fiable, même dans des environnements qui changent tout le temps. C'est un allié essentiel pour l'autonomie à grande échelle, ça. Ces trois exemples, Figure AI, Tombot Genie et ses systèmes de navigation, ils montrent bien que l'idée d'allier, ça recouvre plein de choses différentes. De l'interaction physique complexe au soutien émotionnel, en passant par l'aide à la décision pour d'autres systèmes. J'imagine que derrière ces capacités, les défis techniques sont juste énormes.
Ah oui, immense. Le premier pilier, c'est cette fameuse IA embarquée et les modèles VLA dont on parlait. Le gros défi, c'est la généralisation. Avoir des modèles qui marchent sur différents robots, dans plein de situations, sans devoir tout réentraîner à chaque fois. Et la robustesse, c'est crucial. Le robot doit gérer l'imprévu, le bazar du monde réel, quoi. Pas juste tourner dans un labo nickel. Google DeepMind, avec Gemini pour la robotique, y pousse beaucoup là-dessus. Et puis, tout ça doit tourner sur les ressources limitées d'un robot mobile. Donc, bonjour les contraintes d'énergie et de calcul. Et pour qu'un robot comme Figure AI bouge et agisse comme on le voit dans les démos, la mécanique, le contrôle, ça doit suivre aussi. Carrément. La marche bipède stable, l'équilibre dynamique, attraper finement des objets de formes de textures différentes, c'est un casse-tête permanent. Prendre un fruit sans l'écraser, ça demande une perception tactile et un contrôle en temps réel ultra sophistiqué. Le vrai saut, c'est l'intégration de tout ça. Le robot doit percevoir, raisonner et agir comme un tout cohérent, pas juste une collection de pièces séparées. Et comment ils apprennent à faire tout ça, ces robots? On peut pas tout coder à l'avance, c'est impossible, hein. Non, non, c'est clair, impossible. L'apprentissage, c'est le troisième pilier. L'apprentissage par imitation, le imitation learning, c'est très prometteur. Le robot apprend en regardant un humain faire. C'est super utile pour les tâches complexes, avec beaucoup de contacts, genre plier du linge ou assembler des trucs. Mais le défi, c'est de transférer ce qui a été appris en simulation ou en regardant vers une exécution fiable dans le monde réel. Ça reste compliqué, ça demande des tonnes de données très variées, et puis il faut que le robot puisse s'adapter, corriger ses erreurs. Il y a un dernier pilier technique qui est mentionné dans les sources, la durabilité. Ça peut sembler un peu secondaire à côté de l'IA ou de la dextérité, mais pourquoi c'est important pour cette notion d'allié? Parce qu'un allié, il doit être fiable. Il doit être là quand on a besoin de lui sur la durée. Si ton robot consomme une énergie folle, si sa batterie est à plat en 2 heures, ou s'il tombe en panne tout le temps, il devient plus un poids qu'une aide, non? Donc l'efficacité énergétique, la gestion de la chaleur, la durée de vie des matériaux, la facilité de maintenance, tout ça, c'est crucial pour que les robots s'intègrent bien, que ce soit à la maison, dans l'industrie, et puis c'est aussi lié aux attentes globales sur l'environnement, les objectifs ESG, tout ça. D'accord. Et tout ça, ça se passe dans un contexte mondial où la robotique, c'est devenu un enjeu stratégique majeur. Les sources insistent sur des approches assez différentes selon les régions du monde. Oui, on voit bien des stratégies différentes. Les États-Unis, eux, ils misent beaucoup sur l'innovation privée, les géants de la tech, grosse concentration sur l'IA de pointe, les plateformes cloud. La chaîne, c'est plus une stratégie de production de masse, d'intégration des chaînes logistiques, avec un soutien massif de l'État, surtout dans le robot industriel et logistique. La Corée du Sud, on l'a dit, se spécialise sur les humanoïdes et l'automatisation industrielle avancée. Et l'Europe, elle, met souvent l'accent sur la régulation, l'EI Act par exemple, et essaye de développer une approche plus axée sur l'éthique, la fiabilité, ce qu'on appelle la Human-Centered AI. Justement, cette approche Human-Centered AI est centrée sur l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la conception des robots? D'après les documents, c'est une philosophie de conception en fait. Le but, c'est de s'assurer que les robots sont développés et utilisés d'une manière qui respecte la dignité humaine, qui augmente nos capacités plutôt que de juste nous remplacer et qui maintient un contrôle humain significatif. Il s'agit de penser la complémentarité homme-robot dès le début, d'intégrer des garde-fous pour la sécurité, la transparence, la responsabilité. Et sur le plan économique, on voit aussi une grosse transformation, notamment avec ce modèle RaaS, le Robotics as a Service. Ça change quoi justement? Ah oui, ça change beaucoup de choses. Avant, acheter un robot avancé, c'était un investissement très lourd, du CAPEX comme on dit. Le modèle RAS, c'est un abonnement. Ça rend la robotique accessible à beaucoup plus d'entreprises, surtout les PME. Ça transforme l'investissement initial en coût de fonctionnement, en OPEX. Et souvent, l'abonnement inclut tout. Le matériel, le logiciel, la maintenance, les mises à jour. C'est vraiment un facteur clé pour démocratiser la robotique avancée. Les chiffres de croissance qu'on voit passer sont d'ailleurs assez fous, non? Oui, le marché global de la robotique explose. Les prévisions varient, bien sûr, mais certaines sources parlent d'un marché qui pourrait passer de quelques dizaines de milliards aujourd'hui à plusieurs centaines de milliards d'ici 10 ou 15 ans. Et le segment des robots collaboratifs, les cobots, ceux qui sont faits pour bosser avec nous, il grandit particulièrement vite. Ça montre bien que la robotique sort de sa niche industrielle pour devenir une techno transversale,
avec un impact économique majeur. Mais cette intégration de plus en plus poussée, ça soulève la question de l'acceptabilité, j'imagine. Pour qu'un robot devienne vraiment un allié au quotidien, il faut qu'on ait envie de l'avoir près de nous, qu'il inspire confiance. C'est un point absolument central. La performance technique, ça suffit pas. L'acceptabilité, ça passe par la fiabilité, la sécurité bien sûr, mais aussi par l'interface, la façon dont on interagit avec le robot. Et c'est là que des robots comme Ameca, avec ses expressions faciales, ou Tombot Jenny, avec son look animal et ses réactions, jouent un rôle. Ils explorent comment créer un lien, une familiarité, sans tomber dans le piège de la vallée de l'étrange, l'Uncanny Valley, où un robot trop réaliste mais pas parfait devient hyper dérangeant. Trouver le bon équilibre entre la fonction et cette humanité simulée, c'est un énorme défi de design. Et bien sûr, la question qui revient tout le temps, l'impact sur l'emploi. Est-ce que ces alliés vont finir par nous piquer notre travail? Les analyses qu'on a lues suggèrent une image plus nuancée que juste le remplacement pur et simple. L'idée qui domine, c'est plutôt celle d'une transformation profonde du travail. Oui, c'est sûr, certaines tâches vont être automatisées, souvent les plus répétitives, physiques ou dangereuses. Mais l'interaction avec ces nouveaux outils, ça crée aussi de nouvelles tâches, et même de nouveaux métiers. Ah oui, hein. Quel genre de nouveaux rôles, par exemple? On parle d'opérateurs augmentés qui utilisent des robots ou des exosquelettes pour être plus forts, plus efficaces. On parle de superviseurs, de flottes de robots autonomes qui vont gérer, diagnostiquer, optimiser ces systèmes. De techniciens de maintenance hyper spécialisés. Ou même de concepteurs d'interaction homme-robot. Des gens qui vont définir comment on collabore le mieux, le plus agréablement avec ces machines. Le Forum économique mondial estimait, il y a quelque temps, que si des millions d'emplois pourraient disparaître, encore plus pourraient être créés dans des domaines liés à l'IA, à la collaboration homme-machine. Mais ça veut dire qu'il y a un énorme défi de formation, d'adaptation des compétences. Énorme, oui. La transition, elle n'est pas magique. Ça demande un investissement massif dans la requalification, la formation continue. Les compétences de demain, elles ne seront pas juste techniques. Ce sera aussi la résolution de problèmes complexes, l'esprit critique, la créativité et surtout la capacité à travailler avec l'IA et les robots. C'est un défi pour tout le monde, pour les individus, les entreprises, les systèmes éducatifs. Donc, si on essaie de résumer un peu ce que nous disent nos sources sur ce qui se profile au CES 2026 et après, la robotique, elle chercherait moins à créer des copies d'humains qu'à développer des extensions de nos propres capacités. Des outils qui deviennent des partenaires, qui s'intègrent de plus en plus naturellement dans nos vies, dans notre travail. C'est un peu ça? C'est l'idée centrale qui ressort, oui. La technologie devient plus capable, plus autonome, c'est vrai, mais aussi potentiellement plus proche, plus interactive. Le CES 2026 sera sans aucun doute une étape fascinante pour voir comment cette intégration se fait concrètement, comment ces alliés prennent forme. Ce qui nous laisse avec une question, enfin une réflexion assez fondamentale, soulevée par plusieurs analyses d'ailleurs. Alors qu'on rend ces machines capables de voir, de raisonner, d'interagir, même de simuler des émotions, quelle part de notre propre humanité on veut ou on devrait leur confier ou leur voir imiter? Oui, c'est une question vertigineuse, hein. Ça dépasse largement la technologie. Ça nous interroge sur nous-mêmes, sur notre avenir au contact de ces nouvelles formes d'intelligence. Une réflexion à continuer bien après le bruit du CES. Absolument. De quoi nourrir nos pensées pour un bon moment. Merci d'avoir partagé cette analyse très riche avec nous aujourd'hui.